Alors, si vous posez la question par rapport à qu'est-ce que kamite, kémitisme, etc., parce que ce sont des termes qui maintenant sont répandus dans la sémantique moderne, on doit être très clair sur ce sujet, parce qu'on peut rapidement s'éparpiller. Alors, je ferai le distinguo entre le militantisme, qui peut être sémantique, verbal, etc., et affirmé, et l'histoire. Puisqu'ici, on doit être précis avec l'histoire. Si on se réfère, naturellement, à Cheikh Anta Diop, au grand Cheikh Anta Diop, hein, dans Nation nègre et culture, on a une représentation dans son édition de 1979, aux éditions de la présence africaine, en page de mémoire en page 76, vous avez une représentation qu'il qualifie de beau type de kamite oriental, et on voit la photo, la représentation, enfin c'est une photo d'un homme noir, et il utilise le terme kamite, et donc cela ouvre la voie à cette perspective de considérer le kamite comme étant un individu à la peau noire, et il a parfaitement raison. Maintenant, si on veut rentrer un peu plus dans la thématique et surtout dans les aspects sémantiques, le mot kémite, quand je dis kémite, c'est K-E-M-I-T, hein, en alphabet entre guillemets de la langue française, puisque c'est comme ça qu'on s'exprime aujourd'hui, où on dit Kemet, bien entendu, c'est un terme ancien que les Égyptiens utilisaient. Il provient de la langue égyptienne ancienne et se traduit généralement, avec un consensus, par la terre noire ou le pays de la terre noire. Alors, tout d'abord, il faut être très clair. On va analyser cela sous l'angle non pas verbal avec la langue française, puisque les Égyptiens, je le rappelle hein, tout de même, mais ça vous le savez naturellement, ne parlaient pas français. Mais on va se pencher sur le hiéroglyphe, où on retrouve justement ce mot Kemet, qui en fait est un hiéroglyphe qui est représenté, je vais vous le montrer. Vous avez le symbole de croix avec une boucle, il représente une corde enroulée, vous avez un hibou, en hiéroglyphe phonétique, pardon, c'est un M, le symbole du pain ou du bloc rectangulaire qui représente un T en phonétique. Il indique d'ailleurs souvent le féminin ou la nature abstraite du mot. Et oui, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais je reviens dessus, le symbole de croix avec une boucle qui est en hiéroglyphe phonétique est le K. Et vous avez donc Kamet, K-M-T. Après, il est très clair que Kamet pourrait faire référence à la couleur noire, bien entendu, mais je rappelle que la couleur noire figure un morceau de charbon, par exemple, où un cercle est rempli de la couleur noire. Ici, il n'est pas présent. Après, il faut être très clair, vous avez dans l'ensemble de ce hiéroglyphe, la corde, le hibou, le pain, vous avez une petite roue, c'est un cercle en fait, c'est un cercle avec une croix, enfin un X dedans. Ça indique très clairement, hein, je le rappelle, en écriture hiéroglyphique, c'est un déterminatif qui désigne le pays ou la terre. Donc, quand vous avez ces éléments-là, vous avez donc Kemet, vous avez déjà une première approche sémantique par rapport à cela. Donc, on va pouvoir rentrer un peu plus dans les détails, mais il faut aussi regarder la racine, puisque ce mot Kemet, là, que je viens de vous dire, KMT, entre guillemets, hein, pour être littéral, qui signifie la terre noire, puisqu'on a le déterminant qui nous dit que c'est la terre ou le pays, on ne parle pas de la couleur d'un individu. Ça fait référence à la terre fertile qui s'étend le long du Nil, qui est riche en limon, qui est apporté par les crues du fleuve. Ça contraste avec le désert environnement, qui est appelé Deshret, d'ailleurs, Cheikh Anta Diop en parle, ou la terre rouge, et on a un contraste entre la terre noire et la terre rouge qui est fondamental pour la compréhension de l'Égypte antique, qui voyait le Nil, bien sûr, comme une source vitale de vie, de fertilité, de prospérité. Ainsi, Kemet symbolise non seulement la géographie de l'Égypte, mais aussi la prospérité, la fertilité, la grandeur de cette civilisation. Et il faut être très clair, la dimension spirituelle et cosmologique, elle est bien sûr appuyée. La terre noire fertile est liée à l'idée d'une force vitale, nourrissante et divine. Dans les travaux, par exemple, de Kalalao Mutunde, vous avez aussi le fait que, aussi bien chez Anta Diop, hein, et appuie cette thèse de manière tout à fait légitime et de manière exemplaire. Quand on dit Kemet, quand on dit Kamit, quand on dit Kamit, je précise, qui n'est pas le mot Kemet, quand on dit Kamit, on se réfère à un individu à la peau noire. En Égypte ancienne, la prononciation exacte de Kemet n'est pas certaine, on n'a pas du tout
de preuves audiographiques, hein, bien entendu, ça vous en doutez bien, puisque je rappelle que dans la langue égyptienne, vous n'avez pas de voyelles écrites, seulement des consonnes, et les linguistes, les égyptologues ont reconstitué une phonétique à partir des hiéroglyphes, celui que je viens de vous mentionner. Ainsi, le mot Kemet peut se prononcer Kemet, K-M-T. Voilà, c'est pour ça qu'on arrive à dire Kemet avec les deux lettres K et M qui représentent les consonnes principales, tandis que le T à la fin est un signe grammatical de féminin ou de nom commun. C'est typique pour beaucoup de mots en égyptien ancien. Après, il faut être très clair, est-ce que les anciens égyptiens appelaient leur pays Kemet? Alors, la question se pose, alors je vais vous le dire, historiquement on a aussi des preuves, on a aussi des éléments qui nous permettent d'appuyer cette thèse. Vous avez le nom Tameri, Ta, plus loin Meri, qui signifie la terre bien-aimée. On retrouve ce nom qui souligne la beauté et l'importance que les Égyptiens accordaient à leur civilisation et à leur patrie, à leur pays. Et le nom moderne de l'Égypte, hein, d'ailleurs, il provient du grec, c'est un mot grec, il provient du grec Égyptos, qui a évolué pour donner le nom que l'on connaît aujourd'hui. Le nom grec est lui-même une altération, puisqu'il trouve son origine du nom ancien égyptien, Awet Kapta, qui faisait référence au temple de Ptah, situé à Memphis, l'ancienne capitale de l'Égypte. Alors, Cheikh Anta Diop, ce qu'il peut en dire, je rappelle tout de même que c'est un éminent historien, un anthropologue, un scientifique de renom, il est d'origine sénégalaise, il a consacré une partie importante de son œuvre à démontrer les racines africaines de l'Égypte ancienne, et ce sont des travaux qui aujourd'hui sont des éléments primordiaux et contributeurs à la compréhension qui nous permettent d'analyser par exemple le terme Kemet. Dans ces travaux, Cheikh Anta Diop affirme que le mot Kemet, bien qu'il littéralement soit traduit par la terre noire, ne se limite pas à la description de la fertilité du sol, mais fait également référence à la couleur de peau des habitants de l'Égypte ancienne. Parce que je rappelle qu'à cette époque-là, la plupart des historiens occidentaux considèrent que les pharaons étaient majoritairement leucodermes à la peau blanche. Il souligne chez Anta Diop l'identité négro-africaine des Égyptiens anciens, et nous allons parfaitement dans son sens. En termes de linguistique, bien entendu, je l'ai dit, Kemet avec le radical Kam, parce que Kam veut dire noir, et dans un contexte qui sort du contexte de la géographie, Kam va être utilisé pour désigner la couleur noire. Par exemple, si on veut dire qu'un objet est noir, il sera Kam. Et l'identité collective, c'est ce que Cheikh Anta Diop soutient, c'est que la désignation de l'Égypte comme Kemet reflète une fierté et une conscience collective des anciens Égyptiens en tant que peuple noir. Et Diop met en lumière le contraste entre Kemet, la terre noire, fertile et habitée, et Deshret, la terre rouge, et les déserts environnants. C'est pour ça que l'on parle de distinction géographique. Après, l'idée de dire que ce sont des Noirs est parfaitement légitime, et elle est appuyée par de nombreuses références historiques. Dans Nation nègre et culture, Cheikh Anta Diop analyse bien sûr ses racines africaines, la civilisation égyptienne, avec un travail rigoureux. Dans Civilisation ou barbarie, il fait le même travail, mais approfondit les recherches linguistiques et archéologiques pour prouver que les Égyptiens anciens étaient des Africains noirs. Et dans Antériorité des civilisations nègres, Cheikh Anta Diop discute des contributions africaines à la civilisation mondiale. En tout état de cause, pour Cheikh Anta Diop, Kemet est bien plus qu'un mot. Il désigne un territoire certes, mais c'est surtout une déclaration identitaire qui devient kamite et qui place l'Égypte ancienne au cœur des civilisations africaine, dans une perspective de défendre en fait cette histoire qui a toujours été niée. Donc si on s'attache aux hiéroglyphes, bien entendu, on vient de le faire sur Kemet, après sur Kemit, qui n'est pas tout à fait la même chose, c'est une variation moderne, très tardive, souvent utilisée dans les cercles afrocentristes ou dit Kamit. Elle découle des discussions justement sur Kemet, avec une orthographe qui reflète une adaptation phonétique pour faire une revendication culturelle. Je rappelle que le suffixe ité dans Kemit est interprété souvent par les linguistes comme une tentative de personnaliser ou d'anthropoformiser l'identité de Kemet, le reliant davantage au peuple et à leur héritage culturel. Ainsi, ceux qui ont la peau noire, qu'ils soient des Antilles ou d'ailleurs, ou des Amériques, du Brésil, de la Guyane, d'Haïti, Guadeloupe, Martinique, etc., de tous ces peuples-là, avec les peuples africains noirs, peuvent se rattacher à ce concept de Kemit. Dans le sens moderne, Kemit désignera donc les peuples noirs, issus de la tradition égyptienne antique ou ayant un lien spirituel et culturel avec l'Égypte ancienne.
Et d'un point de vue culturel, kémite tend à être associé à ce mouvement identitaire qu'aujourd'hui on appelle le kamitisme, qui met en avant l'héritage africain de l'Égypte antique et la place dans l'histoire du peuple noir. Ça, il faut être très clair avec ça, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une spiritualité, c'est d'abord la revendication d'une identité d'un point de vue historique. Le mot Kemet reste académique et historique, mais le mot kémite est une réappropriation moderne chargée de signification culturelle et identitaire. Maintenant que ce cadre est posé, il faut être très clair, il a été popularisé à partir du XXe siècle. On n'en a pas de traces avant. Le mot kémite, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est le mot kémet en Égypte ancien qui désigne l'Égypte antique. Le mot kémite ou le mot kamite ne provient pas de l'Égypte antique elle-même, mais de cette réappropriation culturelle et linguistique qui est très récente. Après, dans l'Égypte antique, entre guillemets, l'Égypte dite pharaonique, le mot kémet a été utilisé avec ce que je vous avais dit en termes de hiéroglyphes, puisqu'on trouve ces hiéroglyphes sur des fresques dans l'Ancien Empire, c'est-à-dire en 2686 à 2181 avant Jésus-Christ, pour désigner l'Égypte elle-même, littéralement la Terre Noire, ce nom faisant référence encore une fois et écho à ce que je vous disais, la couleur des sols fertiles et une opposition à Téchret, le désert rouge qui mentionne les terres arides environnantes. On n'a aucune preuve que les Égyptiens anciens utilisaient le mot Kemet pour parler de leur peuple, puisque je le rappelle, d'un point de vue racial ou ethnologique, ce ne sont pas des éléments qui étaient à cette époque-là pris en compte, bien que les travaux de Cheikh Anta Diop puissent aller en ce sens. C'est une interprétation qui sert à appuyer le propos de Cheikh Anta Diop et que je soutiens largement. Cette popularisation du mot kémite, Cheikh Anta Diop a joué un rôle central dans l'adoption du terme, et aujourd'hui nous avons besoin d'être dans une revendication, plus que dans une philosophie, d'un lien ancestral avec l'Égypte antique par l'utilisation de ce mot, qui après du mouvement kamite, quand on se pose la question, il s'est répandu dans les années 70 avec l'émergence de mouvements culturels comme le rastafarisme ou la Nation of Islam, qui ont pris ces mots-là dans des discours publics. Et je le répète, c'est la réappropriation de l'histoire africaine. En résumé, quand vous avez dans certains débats des gens qui vont vous dire par exemple que vous êtes kémite, vous êtes dans le kémitisme, le kamitisme, vous êtes kamite, vous êtes dans une idéologie, vous êtes dans une religion, en quoi croyez-vous? Eh bien, c'est une erreur qui en fait est due à l'ignorance, puisque je veux rappeler ici, et ça c'est important, comment les voisins, la périphérie, comment ils appelaient les Égyptiens. Si on prend l'ensemble des peuples, que ce soit les Mésopotamiens, les Hébreux, les Hittites, etc., les anciens Hébreux, par exemple, appelaient l'Égypte Mizraïm. Dans la Bible hébraïque, on a ce mot dérivé de Missir, qui est un ancien mot sémitique utilisé pour désigner l'Égypte. Après, ce terme, on l'est encore utilisé aujourd'hui en arabe moderne, puisqu'on dit Masr ou Masri pour désigner l'Égypte. Vous avez aussi les Akkadiens en Mésopotamie qui utilisaient le terme Moussour ou Missir pour parler de l'Égypte. Cela reflète une longue tradition sémitique du nom et cela désigne une frontière ou une forteresse en référence aux défenses naturelles de l'Égypte, que ce soit le désert ou le Nil. Après, les Hittites en Anatolie et les peuples voisins utilisaient des variantes comme Ikupta, qui est basé sur le nom égyptien de Memphis dont je vous ai parlé, White Kapta, la maison du Ka de Ptah. C'est l'origine étymologique du mot grec Égyptos qui a donné Égypte en français. Les Grecs, bien sûr, quand ils ont adopté le mot Égyptos, ils se sont dérivés de White Kapta, avec cette référence à Memphis. Et après, c'est le terme qui est devenu en latin Egyptus, utilisé par les Romains, qui est à l'origine du mot Égypte dans la langue moderne. Après, les autres peuples africains, les Nubiens, les Libyens, etc., l'appelaient, par exemple, les Nubiens du Sud, utilisaient le mot Tasseti, qui veut dire terre de l'arc. Ça désignait originellement la première région du sud de l'Égypte et par extension une partie des Égyptiens eux-mêmes. Les peuples libyens à l'ouest utilisaient le terme Taméou pour désigner les Égyptiens ou la région égyptienne en tant que civilisation voisine. En tout état de cause, que ce soit Nehesi, Hahamou pour les Asiatiques de l'Est, ou même Tedjehu ou Tedjenou, tout cela est de la sémantique linguistique et culturelle, mais à cette réponse qui a été donnée, c'est la légitimité par rapport à une question. Qu'est-ce qu'être kamite?
Ceux qui disent que c'est une religion, eh bien, se sont fourvoyés et n'ont pas du tout la compréhension du cadre historique. Ceux qui disent que c'est une secte ou un groupe identitaire, c'est aussi une erreur, parce que je le rappelle, quand on est noir, quel que soit l'endroit d'où on vient, on peut se rattacher, entre guillemets, à cette notion de kamite, d'un point de vue de la fierté identitaire, et plus que cela, de cette appartenance historique et civilisationnelle qui tend à démontrer que l'Égypte antique a été non seulement le phare de la civilisation humaine, mais aussi un emblème justement de cet apport du peuple noir à l'humanité par la science, etc., et des apports aussi bien technologiques, culturels, et tout ce que l'on peut considérer d'un point de vue historique. Maintenant, que les choses soient claires, à ceux qui vont vouloir débattre en disant oui mais kémite, kamite, kemet, etc., faire de la sémantique, alors moi je les invite, en termes de sources, hein, parce que on a toujours ce désir d'avoir des sources, à mon niveau à moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Renaissance Kamite, héritage, identité et modernité, non pas pour répondre à cette question du mot kémite, kemet, etc., bien que j'en parle, mais surtout pour poser un cadre à l'aune des nouvelles recherches, etc., et d'un réajustement de la recherche historique, archéologique et anthropologique sur les civilisations anciennes, en particulier l'Égypte antique. Maintenant, bien entendu, je vous invite à lire chez Anta Diop. Vous allez avoir des éléments contextuels, culturels, historiques qui vont vous permettre de comprendre de manière plus fine cet argumentaire. Vous avez aussi le livre de Robert Ardrey, qui est un ouvrage qui est plus axé sur l'origine humaine, mais il aborde, y compris les civilisations africaines et l'émergence du principe de l'Égypte antique, Kemet, n'est-ce pas? Son livre est en fait s'appelle La Genèse africaine, sur l'origine de la nature de l'homme, de Robert Ardrey. Vous avez Toby Wilkinson, qui est une référence de l'égyptologie, c'est un archéologue, qui a écrit un livre qui s'appelle L'histoire de l'Égypte ancienne. C'est un ouvrage qui est plus accessible et qui donne un aperçu très détaillé, justement, de l'utilisation du mot Kemet pour désigner un pays, le pays de la Terre Noire, et de cet élément géographique dont je parlais. Vous avez aussi le livre de Raymond Faulkner, qui s'appelle en fait le livre égyptien, livre des morts, ou le livre des morts pour un futur. Ça dépend de la traduction qui en est faite, puisque le titre anglais, The Egyptian Book of the Dead, The Book of Going Forth by Day. En tout cas, celui-là aussi, il ouvre une perspective intéressante. Pardon, il parle du rôle central de la Terre Noire dans la cosmologie de Kemet, n'est-ce pas? Et je citerai aussi Alain Gardiner, c'est un livre classique sur l'étude de l'Égypte ancienne, l'Égypte au temps des pharaons, et le livre de Shemek-Our, qui explore justement le kamitisme ou kémitisme, cette philosophie, elle est qualifiée ainsi dans son livre, spiritualité, qui tire ses racines de l'Égypte ancienne. The Kamitic Path par Shekem-Our. Et après, bien sûr, James P. Allen sur l'origine égyptienne du mot kémite, kemet, etc. Naturellement, les travaux de Kalalau Mutunde sont une contribution très importante à cette question de manière globale, mais voilà, il faut être très clair quand on fait de l'histoire au-delà des sources. Pour ma part, j'ai pu, lorsque j'étais en Égypte, quand on va à Luxor, à la Vallée des Rois, etc., et qu'on va aussi au Caire, dans les différents centres de savoir, que ce soit les centres universitaires, académiques, ou même des écoles, au-delà d'avoir une compréhension partielle de certains hiéroglyphes qui peuvent nous aider à avoir une approche historique, ce sont des années et des années d'échanges, de débats, de cours, etc., qui vous permettent de construire un argumentaire basé sur des lectures, certes, pour ceux qui n'en ont pas la possibilité de se rendre sur place, par des cours donnés par des enseignants de renom, des chercheurs, etc. Mais l'historien se construit justement au fil des années par une rigueur dans le travail, et une rigueur qui n'est pas, je ne dirais pas qui est universitaire, mais qui est d'abord celle de pouvoir construire un savoir et de construire un argumentaire ou développer une hypothèse basée sur des sources, basée sur des recherches, et en tout état de cause, à cette question-là, je crois y avoir répondu.